Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des territoires avec l'ensemble des chaînes partenaires réparties sur tout le territoire français. Nous allons faire un tour d'horizon, mesurer l'impact de cette pandémie et surtout souligner les meilleures initiatives, les solidarités qui naissent à l'occasion de cette crise. Avec la sortie du déconfinement, vous le savez, programmé le 11 mai prochain, l'école et le travail devraient reprendre petit à petit. Dans ce processus un peu complexe, les collectivités locales auront un rôle absolument déterminant. Et sur le bassin d'Arcachon, vous allez le voir en Gironde, le palais des congrès s'est transformé en atelier de couture. Plus de 100 personnes travaillent pour fabriquer des masques. Ces masques tant recherchés et commandés par l'agglomération de Bordeaux. Christophe Chavanneau de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a pu assister à la fabrication de ces masques. Regardez. Lieu habituel dédié à l'événementiel, le parc des expositions de la Teste a trouvé une toute autre destination. Guerre contre le Covid-19 oblige, c'est une véritable usine de textile qui s'est montée ici en quelques jours avec un seul objectif, fabriquer plus de 30 000 masques par jour destinés à la métropole bordelaise et plus largement au département girondin. C'est l'heure de 30 000 par jour. Je pense que l'équipe est en passe peut-être de multiplier par 2 le nombre d'agents sur site et donc de doubler purement et simplement la production en faisant 2-8, tout simplement. Ce qui permettrait de passer à près de 50 000 masques par jour, ce qui devient vraiment extrêmement compétitif et qui va répondre à une attente. Vous comprenez bien que dans 4 semaines, produire quasiment 80 millions de masques en France, ça va être quand même une sacrée gageure. Nous sommes dans une période d'unité nationale où il faut aider avant tout nos concitoyens dans le cadre d'une crise sanitaire. Donc peu importe les collectivités, peu importe les étiquettes politiques, ce qui nous importe en ce moment, c'est vraiment de nous entendre et de faire en sorte que demain, toutes les Girondines et tous les Girondins puissent être équipés d'un masque à minima. Une initiative locale de l'entreprise Valène, installée au Tech, qui emploie ici majoritairement des couturières au chômage. Nous avons la compétence économique. Donc nous soutenons cette affaire parce que c'est un formidable défi finalement industriel, mais pas seulement. C'est aussi une très grande action de solidarité, une chaîne humaine extraordinaire. Et donc on est dans quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Ce sont ainsi 2 millions de masques qui ont été commandés sur 4 sites différents afin de pouvoir subvenir aux premiers besoins nécessaires après le 11 mai. Voilà, il n'y a pas que des masques que l'on fabrique en France, bien sûr, on en commande par millions. Un arrivage a eu lieu ces tout derniers jours, sous haute surveillance d'ailleurs, à l'aéroport de Vatry, entre Troyes et Reims. C'est là la plaque tournante des livraisons sur notre territoire. Nos partenaires de Canal 32 ont pu se rendre sur place pour regarder concrètement comment se passaient ces livraisons. Ces photos de la première livraison du milliard de masques commandés par la France à la Chine ont été prises à l'aéroport de Vatry. Ce pont aérien a débuté le 30 mars. Il devrait se poursuivre jusqu'à début juin. Pour son directeur, l'aéroport de Vatry a gagné cet appel d'offres car la structure est parfaitement appropriée et rodée pour la logistique d'urgence et sanitaire. Entre le parking avion et le rechargement des camions, on est sur 200 mètres linéaires. Donc ce qui nous donne en fait en termes de déchargement d'un avion jusqu'au chargement de l'ensemble des camions, donc c'est pour on va dire une cargaison de 100 tonnes, on va mettre à peu près 3 heures pour l'ensemble des opérations. Soit 2 fois moins de temps que ses concurrents. Avec 3860 mètres, la piste figure parmi les plus longues d'Europe. Elle permet l'atterrissage des plus gros porteurs. 25 à 30 personnels expérimentés se chargent de récupérer leur cargaison. Les douaniers contrôlent les colis par échantillon. Tous sont habitués à effectuer leurs tâches sous la surveillance étroite de l'armée. On a du papier fiduciaire par exemple, donc ça c'est des choses qui demandent un niveau de sécurité très élevé. On a aussi du matériel militaire, donc on a l'habitude de la présence des militaires sur le site aussi. On a du fret sensible, aérospatial aussi. Sur ce type d'avion, on peut traiter environ 100 tonnes de fret par avion. Ça représente environ 10 millions de masques. Il faut savoir que bientôt, on va accueillir l'Antonov 225 qui lui est le plus gros avion du monde et là on va pouvoir doubler la capacité et donc recevoir quasiment 20 millions de masques en une seule fois. Cette opération recentre Vatry sur sa fonction première,
le fret et met en valeur son savoir-faire sur la scène internationale. C'est important pour nous parce que d'abord on est présent sur les réseaux sociaux chinois. À cette occasion, nos mêmes partenaires chinois aujourd'hui sont dans le projet de mettre en place des avions, non pas pour le e-commerce, mais en fait pour répondre aux demandes de masques. Pour l'heure, les masques de la commande d'État sont immédiatement répartis sous escorte auprès des 5 entrepôts de Santé publique France. L'aéroport de Vatry sert également de plateforme de transit pour les commandes régionales de masques ou, grâce à ses chambres froides, la réception de produits pharmaceutiques. Les personnes les plus fragiles sont-elles contraintes de rester confinées beaucoup plus longtemps, comme l'a annoncé le président de la République dans son allocution ? Ce sera surtout le cas probablement des personnes qui résident dans les EHPAD. De nombreuses initiatives commencent à naître un peu partout afin qu'elles puissent garder ce lien avec leur famille. C'est le cas à Metz, en Moselle, où une association a lancé une cagnotte pour équiper ces établissements en tablettes numériques. Regardez le reportage de nos confrères de Via Mirabel sur place. Ils les attendaient avec impatience. 30 tablettes numériques à destination des AMAPA de Moselle. Dotées d'un simple logiciel de téléconférence, elles devraient permettre de rompre avec l'isolement des personnes âgées. Les résidences peuvent, en appuyant là-dessus, créer un salon. Et une fois que ce salon est créé, un code est transmis aux familles. Et les familles n'ont qu'à rejoindre le site, appuyer sur rejoindre le salon, utiliser le numéro que l'établissement leur aura donné et la visioconférence se lance. L'écran est plus important qu'un téléphone. Donc ça permet aussi pour les personnes âgées qui ont des problèmes aussi de vue de pouvoir plus facilement visionner et interagir avec la famille en face. Et ça évite justement d'avoir aux personnes à se déplacer de manière très sécurisée et en respectant les règles sanitaires. Les 30 tablettes seront réparties sur les 15 EHPAD du groupe. 750 personnes devraient pouvoir en bénéficier, de quoi rassurer les résidents et leurs familles. Les grands-mères s'ennuient après leur famille, mais les familles s'ennuient après leur grand-mère. Il y a déjà des petites choses qui se font, il y a des lettres, il y a des dessins d'enfants, on a des échanges de ce type. Mais les familles sont très demandeuses et en plus elles n'habitent pas toutes obligatoirement autour de l'EHPAD, il y en a qui sont loin. Donc là c'est un magnifique cadeau pour pallier à ces grandes distances et puis à ce confinement qui est un petit peu difficile à vivre pour nos personnes âgées. 120 autres tablettes seront offertes aux EHPAD du Luxembourg et de la Moselle. Des tablettes financées par les 5 100 € de dons reçus par la Fondation Solidarite. Créées par 20 informaticiens, c'était leur manière de contribuer. En fait, on cherchait depuis un long moment à nous rendre utiles, un peu comme beaucoup de personnes, et on n'avait pas de sollicitation. Donc on a eu l'idée justement d'amener notre compétence professionnelle à destination des établissements qui pouvaient en avoir besoin. Et en l'occurrence, par rapport à ce confinement très strict, c'était ce qui nous est venu en tête de prime abord, c'était les établissements de maisons de retraite, puisqu'on soit des proches à nous, soit des familles qu'on connaît ou des amis sont fortement concernés par la distance humaine avec leurs proches. La Moselle compte plus de 240 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Si le 11 mai devrait marquer le début du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, les personnes âgées pourraient rester confinées jusqu'à la fin de l'année. Ces tablettes devraient donc leur permettre de garder le lien avec leurs proches. Autre annonce d'Emmanuel Macron maintenant, près de 4 millions de foyers vont bénéficier d'une aide exceptionnelle. Le site actu.fr, nos partenaires, nous explique les détails de cette annonce. Comme vous le voyez sur cet écran, la prime serait calquée sur l'allocation de rentrée scolaire. Sont concernées les familles les plus modestes, avec enfants qui pourront toucher jusqu'à 150 €. Et si vous voulez en savoir un peu plus, regardez ce site actu.fr. Vous aurez toutes les informations, toutes les explications concernant les détails de cette prime. Depuis le début de cette crise, de nombreuses initiatives solidaires ont vu le jour, notamment en Haute-Savoie et en Savoie. C'est le cas du lycée Louis-Armand de Chambéry qui a transformé ses unités de fabrication chimique et pharmaceutique en ateliers de production de gel et de solutions hydroalcooliques. Regardez ce reportage de Sébastien Germain pour 8 Mont-Blanc qui s'est rendu sur place. Nous ne sommes pas dans une usine ou dans un laboratoire, mais bien dans une salle de cours du lycée Louis-Armand de Chambéry. D'habitude, ces professeurs utilisent ces unités de fabrication à des fins pédagogiques. Désormais, pour jouer un rôle concret dans la lutte contre la propagation du Covid-19, ils fabriquent du gel et de la solution hydroalcoolique. Oui, ça nous semblait important de pouvoir aider et c'était réalisable sur notre plateau aussi. Dans ce contexte un peu particulier, là, nous, on s'est tout de suite positionné avec nos élèves parce qu'on savait qu'on était capable de fabriquer facilement de la solution hydroalcoolique. Donc on a démarré le projet avec nos élèves.
en laboratoire et sur plateau technique. C'est vrai qu'on est occupé pendant toute la journée, du coup on évite de penser à autre chose, ça c'est sûr. Et puis c'est le sentiment de pouvoir aider aussi. 2 fois par semaine, ces 6 professeurs qui assurent par ailleurs la continuité pédagogique auprès de leurs élèves arrivent à produire entre 1500 et 2000 litres par jour de fabrication, avec une recette assez simple. Alors, la matière première est un alcool, généralement d'éthanol, ou voire de l'isopropanol. On y ajoute de l'oxygéné et de la glycérine. La glycérine, c'est l'agent qui rend les mains un petit peu douces pour pas que l'alcool soit trop agressif. Voilà. Et puis on a une particularité à Loirement, c'est qu'on fabrique nous-mêmes notre eau distillée. Voilà, donc on a dans l'atelier dans lequel nous sommes, on a 8 pilotes de génie chimique. Donc chacun sa tâche, donc une tâche qui est dévolue pour pouvoir s'organiser de la façon la plus efficiente possible. Aujourd'hui, la machine est parfaitement huilée au sein de l'établissement qui accueille d'ordinaire jusqu'à 1500 élèves. Une fois produit, le gel et la solution hydroalcoolique sont ensuite acheminés vers les ateliers mécaniques, transformés le temps du confinement en entrepôt de stockage. Et vu les difficultés actuelles pour se procurer une telle denrée, l'établissement est aujourd'hui victime de son succès. Moi je découvre des hommes, des femmes tout à fait exceptionnels. A commencé cette aventure à la destinée des soignants, à la destinée des personnes qui avaient besoin de cette solution, de façon intimiste et locale, c'est-à-dire sur Grand Chambéry et la ville de Chambéry. Les demandes sont énormes, ce sont des demandes qui sont à la fois globalement portées par les personnes qui sont en contact du public, et donc nous sommes auprès des institutions, de toutes les institutions, et nous avons quasiment une 50aine de demandes par jour. Illustration ce jour-là avec de nombreux clients présents sur place pour se réapprovisionner grâce à une formule de drive. Nous sommes une entreprise et là en fait je fais un regroupement et je vais aller et en donner à des autres entreprises aussi, parce que comme on a les barrières sanitaires, et pour nos employés il faut absolument qu'on ait de la solution pour qu'ils puissent se désinfecter les mains. Ça met en lumière vraiment le côté volontariat des équipes du lycée. On a vraiment l'impression quand on arrive au lycée qu'on est dans un milieu, je dirais, semi-professionnel, voire professionnel, aussi bien sur le process de fabrication que sur le process de livraison. À son échelle, le lycée Louis Armand de Chambéry symbolise parfaitement les nombreux élans de solidarité nés ces dernières semaines dans nos départements. Cette crise réserve souvent bien des surprises, direction les Vosges maintenant. Depuis le début du confinement, la demande des œufs a explosé. Nous en consommons beaucoup plus au quotidien, notamment pour faire des gâteaux. De peur de pénurie, les grandes enseignes en ont commandé d'ailleurs en masse. Conséquence, les producteurs ne peuvent plus suivre. Regardez toutes les explications au sujet de cette très grande consommation des Français en œufs avec nos confrères de Via Vosges sur place. Noémie, là, combien par jour en moyenne ? À peu près 180 œufs par jour. Là, on va en avoir un petit peu moins parce qu'elles pondent un peu toute la journée. Enfin, surtout jusqu'à 14h, après ça se calme. En quelques minutes, Noémie va ainsi ramasser plus de 130 œufs de son petit élevage de poules de plein air à Chaumouzet. Un complément de salaire avec une denrée très recherchée depuis le confinement. La demande a en effet enflé, mais la jolie rousse ne pond obstinément au mieux qu'un œuf par jour. Le cheptel de 200 gallinacés a donc du mal à répondre à la demande locale. Donc là, on est content d'arriver au bout parce que c'est lourd. Il y a une demande énorme en ce moment ? Oui. On est, en fait, la ponte du jour est vendue dans la journée. Et quand j'en ai plus, je prends des réservations pour les jours d'après. Mais oui, il y a beaucoup de demandes. Les poules pondent toujours autant, mais par contre, la demande a bien augmenté. Qu'est-ce que vous disent les gens ? Pourquoi ils en veulent plus aujourd'hui ? Parce qu'ils cuisinent beaucoup par eux-mêmes. Donc ils font beaucoup de pâtisseries par eux-mêmes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes. Et puis aussi, ils évitent d'aller dans les supermarchés. Donc ils se rapprochent des petits producteurs locaux. Une activité annexe pour Noémie, connue pour avoir développé la première ferme aquaponique de la région. Ce système qui permet l'élevage de poissons et la production de légumes, les uns nourrissant les autres. Petite production d'œufs, donc ici, écoulée en vente directe. Rien à voir à quelques kilomètres de là avec cet élevage dont nous avions suivi l'installation à Ubexy. 24 000 poules pondeuses bio. Une exploitation sous contrat avec le groupe CDPO basé dans la Marne qui connaît et maîtrise le circuit de l'œuf en France. Les chiffres l'attestent, 4 millions de poules, 1,50 milliard d'œufs produits à destination unique de la grande distribution. Nous avons joint le patron qui nous explique cette chasse à l'œuf sous l'ère Covid, jusqu'à 350% de hausse de la demande dans certaines grandes surfaces. Je dois avouer que la demande telle qu'elle est aujourd'hui, on ne l'a jamais connue. Le consommateur, si vous voulez, va chercher lui à se réapprovisionner
d'une façon il a un peu peur de la pénurie, donc il va faire du stock. De l'autre côté, nous avons le chef de rayon qui, pour être sûr d'avoir ce qu'il veut, va demander plus que ce qu'il a réellement besoin. Une poule, c'est en gros 300 œufs par an. C'est à peu près 9 œufs tous les 10 jours. Que l'on ait besoin ou pas besoin d'œufs, la poule, elle prendra la même quantité. Les œufs, pour les présenter, il faut des boîtes. Ces boîtes, elles viennent de France ou d'ailleurs. Et les usines, aujourd'hui, fabriquant les boîtes, de toute façon, ont pareil que quelques pourcentages de croissance supplémentaires. Donc, de toute façon, aujourd'hui, nous, on doit livrer à peu près à 105%, on va dire, de notre volume habituel. On ne sait pas faire mieux. Une tension sur le marché qui pourrait donc durer, sachant que la France est l'un des plus grands pays consommateurs au monde, avec 220 œufs par an et par habitant. C'est la protéine la moins chère du marché, nous expliquent les professionnels. Voilà, après les œufs des Vosges, les asperges d'Occitanie, les prix flambent, 6 € le kilo pour la petite tige verte contre 3 € l'an dernier à la même époque. Une aubaine d'ailleurs pour les agriculteurs du Gard, vous vous en doutez, mais une situation qui n'est pas très agréable et bénéfique pour les consommateurs. Les détails avec ce reportage de Via Occitanie, regardez. Du gel hydro pour les mains et un peu pour désinfecter la machine à carte bleue quand on fait des livraisons à domicile. Benjamin a tout ce qu'il faut. Ce producteur gardois qui cultive en ce moment des asperges dans les gorges du Gardon s'est doté d'équipements sanitaires. On dirait une culotte. Mais impossible de les utiliser dans les champs. C'est très compliqué quoi. Les gars ils suffoquent dans les masques. Vous savez, quand vous avez 10 kilos dans une main et que de l'autre vous allez chercher une asperge dans une butte, c'est quand même assez physique. Contrairement à d'habitude, les ouvriers arrivent chacun avec leur voiture. D'habitude, ils arrivent ensemble et on essaie de les mettre chacun à l'opposé dans un champ qui ne soit pas trop à côté. Des mesures improvisées donc. Le masque, il le garde pour le centre de tri et la vente. D'ailleurs, ce n'est pas le seul changement dans le quotidien de Benjamin en pleine épidémie de coronavirus. Le prix de vente des tiges vertes et violettes aussi évolue. Et cette année, c'est 6 € en moyenne le kilo auprès de 2 grandes surfaces de la région toulousaine et dans les marchés de gros des Bouches-du-Rhône. L'année dernière, c'était entre 3 et 4 € seulement. Ce nouveau prix lui permet enfin de vivre correctement. Situation même ubuesque. Les supermarchés gardois qui jusqu'ici ignoraient l'exploitant sont en manque de marchandises et viennent aujourd'hui frapper à sa porte. Peut-être pas à tous les points, mais sur le niveau maraîchage et fruits et légumes, l'Europe nous a fait mal, grave. Ça, on s'en rend compte aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, qu'il y a quasiment plus de marchandises qui rentrent, nous, on arrive très bien à vendre nos produits. Ce qui n'était pas le cas en début de saison. Son cas n'est pas isolé. La Fédération nationale des agriculteurs du Gard le remarque. Le rapport de force a clairement évolué entre les grandes surfaces et les producteurs français. Autant pour les agriculteurs français que pour les GMS, c'est une leçon pour tout le monde qu'on peut y arriver. On peut arriver à produire 100% français, à vendre 100% français. Il faut trouver des accords un petit peu locaux, un petit peu commerciaux, on est bien d'accord. Mais tout le monde y arrive. Donc on y arrive en période de crise, pourquoi pas le retrouver après, quoi. Et il n'y a pas que les grandes surfaces qui font de l'œil à nos producteurs. Les gens eux-mêmes confinés sont de plus en plus nombreux à consommer local, directement. Une plateforme a même été créée par la région Occitanie pour valoriser et livrer les marchandises de nos producteurs locaux. Voilà, autre impact du Covid-19, cette fois-ci sur les animaux. Les zoos poussent un cri d'alarme. Malgré le confinement et les mesures sanitaires, ils doivent continuer, bien sûr, de nourrir leurs animaux. Les revenus sont devenus inexistants puisqu'on ne peut plus les visiter. Une situation très préoccupante pour les professionnels. Nos confrères de Télé Nantes se sont rendus aux zoos de la Boissière. Regardez ce reportage. Cela devait être la grande nouveauté 2020 au zoo de la Boissière du Doré. Le royaume des lions, une extension du parc de 2 hectares et une passerelle longue de 200 mètres pour observer les félins dans leur élément. Un investissement record de plus d'1 million d'euros. Hélas, ça n'a jamais été ouvert encore. C'est une nouvelle partie qui aurait dû ouvrir le 27 mars. Une situation inédite pour le zoo. Depuis le début du confinement, les portes sont restées fermées au public. Résultat, aucune recette de billetterie, aucune recette d'hébergement. Manque à gagner estimé, 850 000 € sur les 2 prochains mois. Pendant ce temps, au zoo, la vie continue, les naissances aussi. Visiteurs ou pas, la charge de travail est identique pour les soigneurs. Elle est un peu gourmande aussi. Le chômage technique, nous on ne connaît pas, parce que tout simplement on travaille avec du vivant.
Donc il faut s'en occuper tous les jours et puis on est content, au moins ça nous fait un peu de sortie au lieu de rester à la maison. Les coûts de nourriture restent les mêmes, les coûts d'entretien des animaux avec le personnel animalier restent les mêmes. Et puis les coûts vétérinaires évidemment restent aussi les mêmes. Pour nous, le virus ou pas virus, on doit s'occuper des animaux comme d'habitude. Pour faire vivre le parc et les animaux, chaque mois, la facture s'élève à 215 000 €. Manque de trésorerie oblige, la seule solution pour les parcs, se tourner vers les banques. Forcément, c'est de l'endettement supplémentaire qui va forcément avoir de l'impact sur le futur proche, puisque qui dit endettement supplémentaire dit peut-être moins d'investissement pour les mois ou l'année prochaine tout simplement. Pour retrouver un peu d'oxygène d'ici à la réouverture, le zoo a lancé une cagnotte en ligne. Plus de 16 000 € ont d'ores et déjà été récoltés. Voilà, dans ce grand JT des territoires, nous recevrons dorénavant, chaque fois, un responsable de la presse quotidienne régionale ou d'une télévision locale afin de regarder de quelle manière ces médias ont été impactés par cette pandémie. Bonjour Hubert Coudurier, vous êtes le directeur de l'information et le président de TBO et de TB Sud. Bonjour Cyril Viguier. Alors Hubert Coudurier, bien sûr, expliquez-nous comment vous traversez cette crise du coronavirus, comment fonctionnent vos équipes sur place en Bretagne. Si vous voulez, au Télégramme, on a appliqué les mesures classiques de chômage partiel pour certains, mais finalement peut-être moins que dans des secteurs particulièrement impactés comme la publicité. Au niveau de l'information, je ne dirais pas que tout le monde est sur le pont, mais nous avons quand même aujourd'hui, malgré tous ceux qui sont en télétravail, encore beaucoup d'éditeurs qui travaillent au siège. Et nous avons réduit par contre le nombre d'éditions qui sont passées de 19 à 4. Alors Hubert Coudurier, vous êtes à la fois directeur de l'information du Télégramme, président de TBO et de TB Sud, les deux chaînes TNT de Bretagne. Comment fonctionne le journal au quotidien avec les chaînes elles-mêmes? Comment fonctionnent les équipes entre elles? Alors au niveau des chaînes de télévision, évidemment, nous sommes en effectif très réduit. Néanmoins, nous avons réussi à maintenir un JT quotidien. Moi-même, j'ai mis la main à la pâte et mon émission, mon interview hebdomadaire est devenue quotidienne. Et nous avons considéré que c'est dans cette période particulière que les chaînes locales doivent faire la démonstration qu'elles sont incontournables. Parallèlement, nous essayons de rapprocher le journal de la télévision, d'intégrer la télévision dans le journal, dans la mesure où on souhaite à terme constituer un réseau, peut-être à travers une chaîne numérique terrestre, mais un réseau digne de ce nom qui soit capable de faire le pendant de France 3 et de toutes les chaînes d'information qui existent. Et Hubert Coudurier, comment voyez-vous la sortie de cette crise? Comment voyez-vous l'avenir immédiat pour des titres comme les vôtres, pour des chaînes de télévision comme les vôtres? Nous avions une course avec le Crédit Mutuel CIC. Nous avions relancé la Transat anglaise qui devait partir de Brest début mai. Ce ne sera pas le cas, mais néanmoins, nos sponsors nous accompagneront quand cet événement sera reprogrammé. Nous avons également, avec nos partenaires de Morgane Productions, les francopholies qui sont en danger, mais nous espérons bien au sein du groupe pouvoir maintenir une activité d'information forte et qui permette de faire de l'information locale et régionale la priorité. Voilà, merci Hubert Coudurier. Merci Cyril Viguier. Vous étiez en direct de Brest dans votre chaîne TBO. Et puis regardez comment le plus grand quotidien régional français, Ouest France, met en lumière ce qu'il appelle les solidaires. Dans une édition spéciale, ce week-end, François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef du plus grand quotidien français, remercie dans un éditorial en première page ces femmes et ces hommes qui, écrit-il, retroussent leurs manches pour aider et pour servir. Ce sont 8 pages spéciales d'hommage offerte avec le journal et ce titre de une solidaire avec un point d'exclamation. Et puis pour conclure notre JT, comme chaque semaine, ce sont vos initiatives, vos gestes de solidarité qui nous intéressent. Vous les exposez sur les réseaux sociaux et le zapping des solidarités proposé par nos confrères de la boîte à histoire nous les remémore pour cette semaine. Regardez.
c'est devenu, on est un groupe de copains, donc un matin où je leur dis est-ce que ça vous dirait pas qu'on donne notre soutien, notre manière, on apporte notre soutien auprès des hôpitaux. Notre objectif à nous, c'est voilà, on propose 2 fois 120 formules pour pèlerins, donc le mercredi et le vendredi. Voilà, merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition. Surtout, bon courage à tous. Au revoir.